Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer notre séance de cours pour aujourd'hui. Et avant de commencer la partie que j'ai prévue pour aujourd'hui, je voudrais revenir sur la synthèse du deuxième chapitre qui est consacré à la théorie simplifiée des plaques, qui est le calcul des plaques minces dans les hypothèses de Kirchhoff-Lowe. Alors, avant de commencer cette théorie, j'avais rappelé que nous allons juste utiliser la théorie des plaques épaisses que nous avions établie au premier chapitre en compte certaines hypothèses qui sont liées à la minceur de la plaque. Alors, je voudrais vous rappeler que nous avions établi pour ce qui concerne la théorie complète, que l'expression des efforts généralisés des courbures était moment égal à EH sur 12, EH au cube sur 12 fois 1 moins nu au carré, et le EH au cube sur 12 fois 1 moins nu au carré, c'est ce que nous avions appelé coefficient de raideur de la plaque en flexion, multiplié par cette matrice, multiplié par θ 2, 1, moins θ 1, 2, et 1 demi θ 2, 2, moins θ 1, 1. Quant à ce qui concerne les efforts de membrane, les efforts généralisés des membranes, N était égal à EH divisé par 1 moins nu au carré, multiplié par 1 nu 0, nu 1 0, 0 0 1 moins nu, multiplié par U1 1, U2 2, 1 demi, U2 2, moins U1 2 moins U plus U2 1, pardon. Avec le U, les déplacements de la plaque dans le plan du feuillet moyen. Alors, une chose qu'il faut remarquer, c'est que pour une plaque mince, nous avions dit qu'une plaque mince a une épaisseur inférieure à 1 sur 5 la grande longueur de la plaque. Et donc, pour la plaque mince, on peut dire que H est petit. Et lorsque H est petit, alors H au cube sera encore plus petit que H, ce qui fait que, comme nous venons de le voir, dans les termes des flexions, les moments sont plus ou moins proportionnels à H au cube, tandis que dans les termes des membranes, le moment est proportionnel à H. Et donc, comme H est petit, H au cube sera de plus en plus petit, et à ce moment-là, nous allons dire que pour ce qui concerne la plaque mince, les termes de flexion sont petits par rapport aux termes de membrane, et donc ils peuvent être négligés, et à ce moment-là, on dit que la plaque mince travaille principalement en membrane. La deuxième remarque, c'est que pour les plaques minces, on peut généraliser l'hypothèse de Bernoulli que nous avions utilisée pour le calcul des poutres. L'hypothèse de Bernoulli dit simplement que les sections planes avant déformation restent planes après déformation. Et donc, si je dessine un morceau de poutre en noir et que sa déformation soit en rouge, tel que vous le voyez, les sections qui étaient planes avant déformation, après déformation, il n'y a que la courbure de la poutre, mais elle demeure plane. Et mathématiquement parlant, on écrit que la rotation est égale à la dérivée de la flèche par rapport à l'abscisse curviligne. Alors, nous pouvons généraliser cette hypothèse pour ce qui concerne le cas des calculs des plaques, mais ici, bien évidemment, il s'agira d'une flexion dans deux sens, dans le sens de X et dans le sens de Y, et cette même expression peut s'écrire phi plus gradient de oméga égale à 0 avec phi, le vecteur rotation qui comprend θ 2 moins θ 1 et 0 et oméga la flèche. Et donc, ce n'est qu'une généralisation de l'hypothèse Bernoulli au cas des plaques minces. Et pour ce qui concerne le cas des plaques minces, on va dire que gradient
de oméga plus phi égale 0 se traduit physiquement par l'expression que nous négligeons l'effet des distorsions transverses. Ainsi, on peut dire que dans une plaque mince, il n'y a pas de distorsion ou de glissement transverse. Alors, avec ça, l'expression θ plus gradient de oméga égale à 0 peut s'écrire peut se développer θ2 plus oméga 1 égale à 0 moins θ1 plus oméga 2 égale 0 avec, rappelez-vous, j'avais dit que oméga virgule i veut dire tout simplement la dérivée de oméga par rapport à xi. Et donc ici, quand on a oméga 1, cela veut dire tout simplement la dérivée de oméga par rapport à x1. Et donc, nous pouvons développer l'expression θ2 plus oméga 1 égale à 0. Et de θ2 plus oméga 1 égale à 0, nous pouvons tirer que θ2 égale à moins oméga virgule 1. Ce qui veut dire que si nous faisons la dérivée de θ2 par rapport à x1, nous aurons que θ2, 1 sera égal à moins dérivée de oméga par rapport à x1, encore par rapport à x1, ce qui va être moins oméga 1, 1. Et là, θ2, 2 sera égal moins oméga 1, 2. Nous allons utiliser la même logique pour ce qui concerne la deuxième expression. Et là, nous aurons que moins θ1 plus oméga 2 égale à 0, ce qui nous permet de tirer que θ1 égale à oméga 2, ce qui nous permet de tirer que θ1, 2, ça veut dire la dérivée de θ1 par rapport à x2, ça sera égal dérivée carré de oméga par rapport à x2 au carré, ce qu'on peut écrire oméga 2, 2. Et si nous tirons oméga 1, 1, ça sera égal à moins, disons, si nous tirons θ1, 1, ça sera égal à moins oméga 2, 1. Et avec ces relations, les relations entre les efforts généralisés et ainsi que les déplacements généralisés vont alors sortir. Nous reprenons juste les expressions que nous avons écrites dans les équations précédentes où nous remplaçons θ par leurs valeurs respectives. Rappelez-vous, nous avions écrit que, par exemple, n était égal à EH divisé par 1 nu au carré, multiplié par cette matrice, multiplié par ces vecteurs des déplacements, des translations. Et là, ça va rester identique à l'expression précédente. Par contre, pour ce qui concerne les efforts généralisés des courbures, nous aurons que le moment m qui était égal à EH au cube divisé par 12 fois 1 moins nu au carré multiplié par θ2, 1 moins θ1, 2 et 1 demi θ2, 2 moins θ1, 1 va être égal, où nous remplaçons seulement les différents θ par leurs valeurs respectives en fonction de oméga. Et nous aurons donc que m est égal à EH au cube divisé par 12 fois 1 moins nu au carré multiplié par cette matrice multiplié par θ2, 1 qui n'est rien d'autre que moins θ1, 1 et disons moins oméga 1, 1 et moins θ1, 2 qui ne sera rien d'autre que moins oméga 2, 2 et en fin de compte cette expression θ2, 2 moins θ1, 1 le tout divisé par 2 qui sera rien d'autre que 1 demi qui multiplie moins oméga 1, 2 moins oméga 2, 1. Alors, en mathématiques, vous savez que si vous prenez oméga 1, 2, cela n'est rien d'autre que oméga 2, 1
Et donc, cela va permettre que nous pouvons écrire que M est égal à E fois H au cube divisé par 12 fois 1 moins nu au carré, multiplié par cette matrice qui multiplie moins oméga 1, 1, moins oméga 2, 2 et moins oméga 1, 2. En fait, moins oméga 1, 2, parce que nous avons ici moins oméga 1, 2, moins oméga 2, 1. Or, en vertu de la relation mathématique, lorsque nous avons une fonction continue, oméga 1, 2 n'est rien d'autre que oméga 2, 1. Et donc ici, on aura moins 2 fois oméga 1, 2 multiplié par 1 demi, ce qui nous donne le moins oméga 1, 2. Et donc, avec, on peut écrire que M est égal à moins D multiplié par cette matrice multiplié par oméga 1, 1, oméga 2, 2, oméga 1, 1, 1, 2, pardon, avec bien évidemment D égale à E H au cube divisé par 12 fois 1 moins nu au carré que nous avions appelé le coefficient de rigidité de la plaque mince. Alors, avec ces expressions M1, 1, M2, 2, M1, 2 égale à ceci, nous pouvons donc exprimer que M1, 1 c'est égal à, nous prenons tout simplement donc une fois oméga 1, 1 plus nu oméga 2, 2, ce qui nous permet d'écrire donc que M1, 1 sera égal à moins D fois oméga 1, 1 plus nu oméga 2, 2. La logique M2, 2 sera écrit moins D fois oméga 2, 2 plus nu oméga 1, 1. Et en fin de compte, oméga 1, 2 sera égal à moins D fois 1 moins nu fois oméga 1, 2. Il s'agit tout simplement de la propriété des multiplications des matrices. Et là, il s'agira en fait d'une matrice 3 fois 3 par une matrice en 3 fois 1. Alors, avec ça, nous pouvons réécrire ces expressions que nous venons de noter, les moins D fois oméga 1, 1 plus nu oméga 2, 2. Vous allez vérifier que ça peut encore s'écrire moins D fois nu oméga 1, 1 plus oméga 2, 2 qui multiplie deltone 1, 1. Je vous avais dit que deltone IJ est égal à 1 lorsque I égale à J. C'est égal à 0 lorsque I est différent de J. Donc, cela nous permet d'écrire que si nous avons deltone 1, 1, ce n'est rien d'autre que 1. Et donc, ça va s'écrire nu fois oméga 1, 1 plus oméga 2, 2, le tout multiplié par deltone 1, 1 qui est égal à 1, plus 1 moins nu fois oméga 1, 1. Si vous développez ça, vous allez retrouver l'expression précédente. En fait, vous allez prendre oméga 1, 1 multiplié par nu plus 1 moins nu fois oméga 1, 1 qui va donner oméga 1, 1 et plus nu fois oméga 2, 2. Donc, avec la même logique, nous pouvons donc exprimer que M2, 2 est aussi égal à moins D fois nu oméga 1, 1 plus oméga 2, 2 fois deltone 2, 2 qui n'est rien d'autre que 1 plus 1 moins nu multiplié par oméga 2, 2. Aussi, M1, 2 sera égal à moins D multiplié par nu qui multiplie oméga 1, 1 plus oméga 2, 2 multiplié par deltone 1, 2 qui n'est rien d'autre que 0 parce que I égale à J dans l'expression deltone IJ avec I égale à 1 et J égale à 2 plus 1 moins nu multiplié par oméga 1, 2. Et donc, écrivant à partir de ces relations que nous venons d'établir, nous pouvons donc généraliser et trouver que nous pouvons écrire l'expression de MIJ sous la forme MIJ égale à moins D multiplié par nu oméga 1, 1 plus oméga 2, 2 multiplié par deltone IJ plus 1 moins nu multiplié par oméga IJ. Et donc, vous pouvez tout simplement développer cette expression en faisant varier I et J de 1 à 2 et retrouver les expressions que nous avions établies précédemment. Et cela va nous permettre d'écrire que MIJ égale à moins D fois nu oméga KK. Souvenez-vous, j'avais parlé de la propriété de la théorie indicielle, c'est que lorsque vous avez
oméga kk, cela a tout simplement le sens d'une sommation où I ou K va de 1 jusqu'à 3. Et ici, en cas d'espèce, comme nous sommes dans le plan, K va aller de 1 à 2. Et donc, KK, oméga KK n'est rien d'autre que oméga 1, 1 plus oméga 2, 2, 2. Et donc, avec ça, nous venons de retrouver que nous pouvons écrire MIJ sous la forme moins D fois nu. Oméga KK delton IJ plus 1 moins nu fois oméga IJ. Et avec ça, nous venons donc d'écrire l'expression des moments sous forme, disons, des efforts généralisés des courbures sous forme indicielle. Et je vais rappeler les équations d'équilibre que nous avions établies précédemment. C'était que la divergence de T plus P3 égale à 0, divergence de M moins T plus M égale à 0, avec le petit m, la densité surfacique des couples qui s'applique sur la plaque. Et la dernière relation, c'est divergence de N plus T égale à 0. Alors, ici, si nous négligeons les densités de couple, ce qui sera généralement le cas pratique dans le métier ou disons dans les plats que nous allons retrouver dans la pratique, nous aurons que ces équations vont simplement s'écrire, les deux premières équations vont s'écrire divergence de T plus P3 égale à 0 et divergence de M moins T est égal à 0. Et de divergence de M moins T égale à 0, nous pouvons tirer que divergence de M égale à T. Et donc, sous forme indicielle, divergence de M égale à T peut tout simplement s'écrire MIJ virgule J est égal à TI. Et l'autre expression, divergence de T plus P3 égale à 0, peut tout simplement s'écrire TII égale à moins P3. Si nous nommons la relation 3 et celle-ci relation 4, en combinant les relations 3 et 4, nous pouvons tirer que MIJ virgule J, I, ça sera égal à TII qui va donner moins P3. Et donc, on peut écrire que MIJ est égal à moins P3. Or, nous avions déjà établi MIJ, ce n'est rien d'autre que moins D fois nu. Oméga KK delton IJ plus 1 moins nu fois oméga IJ. Cela donc nous permettre d'écrire que si nous prenons MIJ que nous dérivons par rapport à MN, ça va donner juste l'expression de IJ que nous dérivons par rapport à MN. Et donc ça va donner nu fois oméga KKMM delton IJ plus 1 moins nu fois oméga IJMN, ce qui va s'écrire moins D, remarquez bien, moins D fois oméga. Lorsque nous écrivons MIJ, il suffit juste de remplacer le MN par IJ. Nous aurons donc moins D fois nu oméga KK IJ delton IJ plus 1 moins nu fois oméga IJ. Ce qui va donner moins 2 fois nu oméga KKII. En fait, d'où vient le II? Vous savez que, comme je vous avais dit, delton IJ est égal à 1 pour I égale à J et c'est égal à 0 pour I différent de J. Et donc, cela nous permet d'écrire, de comprendre que lorsque vous avez oméga KKIJ fois delton IJ, quand vous prenez oméga KKIJ fois delton IJ, partout où I est différent de J, ce terme sera 0 et il ne sera 1 que lorsque I est égal à J. Et donc, cela va s'écrire oméga KKII fois delton II qui sera 1 plus oméga KK IJ lorsque I est différent de J fois delton IJ qui sera égal à 0. Et avec ça, nous avons donc l'expression MIJ égale à moins D
nu oméga KKII plus 1 moins nu fois oméga IJ. Or, les indices I et K ne sont en fait que des indices qu'on appelle des indices muets. Et donc, écrire oméga KKII n'est rien d'autre que quelqu'un d'autre qui peut écrire oméga JJII. Parce que quand vous écrivez KK, ça veut dire tout simplement que vous allez prendre 1 plus 2 plus 3. Lorsque nous sommes dans l'espace, tandis que lorsque nous sommes dans les plans, dans un espace à 2 dimensions, vous allez écrire tout simplement 1 plus 2. Et donc, celui qui écrit KK et celui qui écrit JJ, ils écrivent tous la même chose. Et donc, on peut écrire que oméga KKII égale à oméga JJII. Or, nous avions démontré que lorsque vous prenez dérivé de oméga par rapport, dérivé de oméga par rapport à x1, x2, ce n'est rien d'autre que dérivé carré de oméga par rapport à x2, x1. Donc, écrire oméga 1, 2, c'est égal à oméga 2, 1. Et donc, celui qui écrit oméga JJII, il dit la même chose que celui qui dit oméga IJ, parce qu'il a les mêmes dérivations, il ne fait que interchanger l'ordre de dérivation. Et donc, avec ça, nous pouvons donc avoir que MIJ, c'est égal à moins 2 fois nu oméga. Ça, c'était oméga KKII, mais nous venons de démontrer que oméga KKII, c'est égal à oméga IJ, plus 1 moins nu fois oméga IJ. Et donc, nous pouvons avoir ici que ça sera nu oméga IJ plus oméga IJ moins nu oméga IJ, ce qui n'est rien d'autre que moins 2 fois oméga IJ. Et donc, nous venons de démontrer que MIJ, c'est égal à moins 2 fois oméga IJ. Et là, nous avons donc que MIJ, c'est égal à moins 2 fois. Nous pouvons remarquer et constater que oméga IIJJ, ce n'est rien d'autre que le double laplacien de oméga ou laplacien de oméga, avec bien évidemment laplacien de oméga égale oméga 1 plus oméga 2 qu'on peut écrire sous forme indicielle oméga II. Et donc, le double laplacien de oméga, ça sera égal à laplacien de oméga. Or, laplacien de oméga, c'est oméga 1 plus oméga 2. Ça sera donc oméga 1 plus oméga 2 dérivé par rapport à x carré plus oméga 1 plus oméga 2, ce qui en groupement va donner oméga 1 plus oméga 2 1 plus oméga 1 2 plus oméga 2 ce qui est égal encore à oméga 1 plus 2 fois oméga 1 2. Je vous avais dit que lorsque nous permettons l'ordre des dérivations, nous gardons le même terme et donc oméga 2 1 est égal à oméga 1 2 et donc nous aurons que ces deux termes vont former 2 fois oméga 1 2 plus oméga 2. Et donc nous venons de montrer que double laplacien de oméga, ce n'est rien d'autre que oméga IIJJ, ce qui peut s'écrire sous forme classique des mathématiques, dérivée quatrième
de oméga par rapport à x1 par rapport à x1 4 plus 2 fois dérivée quatrième de oméga par rapport à x1 carré par rapport à x2 carré plus dérivée quatrième de oméga par rapport à x2 exposant 4. Et si nous quittons le système d'axe x1, x2 dans un système d'axes, par exemple, XY, ici, je rappelle que les axes XY, ce sont des axes de référence dans le plan du feuillet moyen. Nous aurons donc que le double laplacien de oméga peut tout simplement s'écrire dérivée quatrième de oméga par rapport à x exposant 4 plus 2 fois dérivée quatrième de oméga par rapport à x carré par rapport à y carré plus dérivée quatrième de oméga par rapport à y exposant 4. Alors, si nous reprenons l'expression MIJ égale à moins P3 avec MIJ que nous venons d'établir égale à moins delton oméga IJ, pardon, qui est le double laplacien d'oméga, nous pouvons donc écrire tout simplement que nous avons que moins D fois oméga IIJJ égale à moins P3, ce qui nous permet de tirer oméga IJJ égale à P3 divisé par D. Et avec
You are currently the only person in this conference. Et donc, nous avons la dalle qui est simplement appuyée sur ses quatre côtés, simplement appuyée et chargée par une charge uniformément répartie qui de xy égale à qui 0. Donc, avec ça, nous allons appliquer la solution de Navier qui se présente sous forme d'une double série, oméga de xy égale à somme sur m, somme sur n de AMN par sinus de MPX sur A fois sinus de NPY sur B.
avec BMN égale à 4 sur AB. Ça, c'est juste la formule multipliée par intégrale des 0 à A, intégrale des 0 à B, de qui de xy qui est égal à qui 0, multiplié par sinus de mpx, sinus de npy sur B, multiplié par d de x. Ce qui va donner 4 fois, comme qui 0 est une constante, on peut tirer de l'intégrale, 4 qui 0 divisé par AB, et déduire l'intégrale 1, 2, 2, plus oméga, pardon, ici. Et donc, nous avons 4 qui 0 sur AB multiplié par intégrale des 0 à A des sinus de mpx sur AD dx. 1, 1 et oméga 1, 1, 2. S'il vous plaît, je suis en train de faire le cours. Et donc, nous avons BMN égale à 4 qui 0 sur B multiplié par intégrale des 0 à A des sinus de mpx sur AD dx multiplié par intégrale des 0 à B des sinus de npy sur B d dy. Ce qui va donner 4 qui 0 divisé par AB multiplié par, lorsque vous intégrez sinus mpx sur A, vous aurez moins cosinus de mpx sur A divisé par mp sur A. Là, nous intégrons des 0 à A fois intégrale des sinus npy sur B d dy qui est égal à moins cosinus de npy sur B divisé par np sur B. Là, nous allons de 0 à B. Ça, c'est N. Np sur B et non pas Mp sur B. Qui va être égal à 4 qui 0 sur AB multiplié par, on peut avoir les M pi sur A qui est en dénominateur, qui, lorsqu'on le met en numérateur, sera égal à A sur Mpi fois cosinus de Mpi x sur A. Lorsque nous allons de 0 à A, ça sera cosinus de Mpi A sur A, pas cosinus de Mpi moins 1, multiplié par B sur Npi, multiplié par cosinus de Npi de 0 à B, ce qui sera égal à cosinus Npi moins cosinus de 0 qui est égal à 1. Disons moins cosinus de 0 qui est égal à 1, ce qui va donner 4 qui 0 sur AB multiplié par AB divisé par Mn pi carré multiplié par 1 moins cosinus de Npi fois 1 moins cosinus de Npi. Alors, remarquez que lorsque vous prenez cosinus de Mpi, c'est égal à 1 pour M pair. Par contre, ça sera égal à moins 1 pour M impair. Vérifiez-le bien. Lorsque vous prenez les M pair, vous avez 0 pi qui est égal à 0. Nous sommes ici. Et cosinus est égal à 1. Lorsque vous prenez 2 pi, M égale 2, vous êtes encore là, vous avez 2 pi. Lorsque vous prenez 4 pi, vous êtes encore là, 6 pi, ainsi de suite. Et donc, cosinus de M pi, c'est égal à 1 pour M pair. Par contre, lorsque vous prenez M impair, vous avez, lorsque M égale à 1, vous aurez pi. Lorsque M égale à 3, vous aurez 3 pi qui est encore là-bas. Lorsque vous prenez M égale 5, vous aurez 5 pi, ainsi de suite. Et donc, cosinus de Mpi sera égal à moins 1 pour M impair. Et donc, l'expression, nous avons donc que l'expression de BMN sera égale à 4 qui 0 sur AB multiplié par AB sur MN fois pi au carré multiplié par cosinus de Mpi qui est égal à 1 lorsque M et N sont pairs, qui est égal à 1 lorsque M est pair. Ça sera donc 1 moins 1 multiplié par cosinus de Npi qui est égal à 1 lorsque N est pair. Donc ça sera 1 moins 1. Par contre, lorsque
m et n sont impairs, nous avions trouvé que cosinus de mpi est égal à moins 1. Et donc ici, comme c'était 1 moins cosinus de mpi, ça sera 1 plus 1 et ici 1 plus 1. Ce qui nous permet d'écrire que bmn égale à 0 pour mn pair. Par contre, ça sera égal à 4 qui 0 multiplié par 4 qui fait 16 qui 0 divisé par AB. Avec AB, nous simplifions et nous avons donc mn fois pi au carré. Alors, comme nous avions écrit que AMN était égal à BMN fois A exposant 4 divisé par D fois pi exposant 4 divisé par m carré plus alpha carré n carré le tout au carré. Cela nous permet donc d'avoir que AMN est égal à 16 qui 0. A exposant 4 divisé par pi exposant 4 fois D fois mn fois m carré plus alpha carré n carré le tout au carré, le tout multiplié par pi au carré, ce qui va donner 16 qui 0 fois A exposant 4 divisé par D fois pi exposant 6 mn m carré plus alpha carré n carré le tout au carré, pardon, il y a un carré là-bas. Le tout au carré. Alors, lorsque m et n sont impairs, par contre, il sera 0 lorsque m et n sont pairs, parce que nous avions trouvé que b de mn est égal, bmn est égal à 0 lorsque m et n sont pairs. Par contre, il est égal à ce nombre lorsque m et n sont impairs. Et donc, nous aurons que AMN égale à 0 pour les mn pairs. C'est égal à cette expression pour les mn impairs. Et avec ça, donc, on peut avoir oméga de xy égale somme sur m impair, somme sur n impair. Ça veut dire que nous aurons m égale à 1, m égale 3, m égale 5, m égale à 7, ainsi de suite, n égale 1, n égale 3, n égale 5, ainsi de suite. Et non pas, par exemple, m égale 2. Lorsque m ou n égale 2, 4, 6, 8, etc., ces expressions seront égales à 0. Et donc, on prend que oméga de xy égale somme sur m impair, somme sur n impair de 16 qui 0 fois a exposant 4 sur qui est amn multiplié par sinus de m pi x sur a, sinus de n pi y sur b. Alors, pour déterminer les moments et les expressions, il suffit juste de trouver les expressions des différentes dérivées. Donc, nous dérivons oméga par rapport à x carré. Lorsque nous dérivons oméga par rapport à x carré, rappelez-vous, la dérivée, ça veut dire la dérivée en considérant que les autres variables sont aussi constants, à part la variable par rapport à laquelle on est en train de dériver. Et donc, ici, nous aurons, comme nous sommes en train de dériver 2 fois par rapport à x, nous aurons tout simplement le terme qui sera dérivé, ça sera sinus de m pi x sur a, et les autres termes seront considérés comme des constantes. Et là, nous aurons donc somme sur m impair, somme sur n impair, 2, nous gardons ceci, nous gardons ceci, nous gardons aussi sinus de n pi y sur b, et nous dérivons sinus de m pi x sur a. Or, en dérivant sinus de m pi x sur a, pour la dérivée première, nous aurons d'abord m pi sur a fois cosinus. Nous aurons donc pour la première dérivée m pi divisé par a fois cosinus de m pi y sur a. Et lorsque nous allons dériver encore pour la deuxième fois, si vous dérivez ces termes, vous aurez alors
quand vous dérivez ça, cosinus dérivé c'est moins sinus, vous aurez alors moins m pi sur a 2 fois, disons au carré, multiplié par sinus de m pi x, ici il y a x, pardon, m pi x sur a. Et donc ici il y a x. Et donc nous venons tout simplement de voir que lorsque vous prenez cette dérivée-ci, dérivée de oméga par rapport à x 2 fois, ça sera égal à cette expression. Le seul terme qui change, qui s'ajoute, c'est moins m carré pi carré divisé par a au carré. Et nous aurons donc que somme sur m impair, somme sur n impair, moins 16 qui 0 a au carré divisé par m carré. Nous venons tout simplement de prendre a exposant 4 avec a au carré. Ça va donner a au carré fois m carré sur 2 fois pi exposant 4 mn fois m carré plus alpha carré n carré le tout au carré fois sinus de m pi x sur a sinus de n pi y sur b. Alors, lorsque nous faisons la dérivée de y par rapport, dérivée d'oméga par rapport à y 2 fois, nous allons toujours garder tous les autres termes et nous dérivons par rapport à y, ce qui va donner moins 16 qui 0 a exposant 4 n carré divisé par ça. Et là, nous aurons b carré, sinus de m pi x sur a, sinus de n pi y sur b. Ce qui va donner somme sur n impair, sur m impair, somme sur n impair de 16 qui 0 a au carré, alpha carré, n carré. Bien évidemment, si vous prenez a exposant 4, vous avez dedans a carré fois a carré, alors que lorsque vous prenez a carré divisé par b carré, ce n'est rien d'autre que a divisé par b au carré qui est, donc ça va donner alpha carré. Et donc les alpha carré vient tout simplement du fait que lorsque vous avez a exposant 4 divisé par b exposant 4, vous pouvez le décomposer comme a carré fois b carré. Et quand vous prenez alors a carré divisé par b au carré, ça sera alpha au carré. Et donc nous avons ici que oméga y égale à moins 16 qui 0 a carré, alpha carré n carré divisé par d pi exposant 4 mn fois m carré plus alpha carré n carré le tout au carré fois sinus m pi x sur a sinus n pi y sur b. Avec ça, nous pouvons donc écrire que l'expression du moment dans la direction de x, mxx sera égal à moins d fois oméga xx plus nu oméga yy, ce qui sera égal, nous remplaçons tout simplement les oméga xx et oméga yy par leurs valeurs respectives dans l'expression de mxx et nous allons aboutir à l'expression 16 qui 0 a au carré divisé par pi exposant 4 mn fois m carré plus alpha carré n carré le tout au carré multiplié par m carré plus alpha plus nu alpha carré n carré multiplié par sinus m pi x sur a sinus n pi y sur b. Avec ça, nous pouvons donc avoir que par analogie, on peut calculer my égale somme sur m impair fois somme sur n impair de 16 qui fois a carré divisé par pi exposant 4 mn multiplié par m carré plus alpha carré n carré le tout au carré multiplié par nu m carré plus alpha carré n carré multiplié par sinus m pi x sur a sinus n pi y sur b. Nous pouvons déterminer aussi les réactions, les efforts tranchants suivant la formule que nous avions donnée dans les notes en fonction des oméga ainsi que les réactions d'appui. Alors,
nous venons de trouver la solution sous forme de double série trigonométrique de Navier que nous pouvons alors être à mesure de calculer avec un certain nombre de termes. L'avantage de ces solutions en série, c'est que vous allez remarquer que plus n et m augmentent, plus les termes deviennent petits. Donc, ces termes-ci, ils sont inversement proportionnels à m ainsi que à n. Et donc, lorsque m et n augmentent de plus en plus, la contribution de ces termes de la série devient négligeable. Et donc, pour calculer la série m allant de 1 à plus l'infini, n allant de 1 à plus l'infini, on peut tout simplement faire ce qu'on appelle la troncature et se limiter à un certain nombre de premiers termes en espérant que la suite des termes sera négligeable. Et à ce moment-là, on va par exemple, si on considère juste les premiers termes, on aura m égale 1, n égale à 1, on calcule bien 1, 1. Si on considère juste les 4 premiers termes, on va avoir d'abord m égale 1, n égale 1, on calcule bien 1, 1. M égale 1, n égale 3, on calcule bien 1, 3. M égale 3, n égale à 1, on calcule B3, 1. M égale 3, n égale 3, on calcule B3, 3. Avec ça, on peut calculer A1, 1, A1, 3, A3, 1, A3, 3. On peut calculer les oméga correspondants et sommer les oméga. On peut calculer les M correspondants et sommer les M. On peut calculer les T correspondants, ainsi de suite. Par contre, on peut se décider, par exemple, de se limiter aux 9 premiers termes. Et dans ce cas-là, on considère M égale 1, N égale à 1, M égale 1, N égale 3, M égale 1, N égale 5, M égale 3, N égale 1, M égale 3, N égale 3, M égale 3, N égale 5, M égale 5, N égale 1, M égale 5, N égale 3, M égale 5, N égale 5. Et avec les différents termes de la série, on peut les calculer et trouver la somme finale. Et à ce moment-là, avec 9 premiers termes, on a l'espoir de retrouver une solution qui est plus proche de la solution exacte. Parce que lorsqu'on prend par exemple le 11e, 13e, 17e, etc., terme, nous allons retrouver que leur contribution sera faible compte tenu de l'expression que nous avions trouvée pour mxx, myy, ainsi que oméga de x, bien évidemment. Ok, nous prenons une pause de 5 minutes avant de poursuivre avec la suite. Alors, qui sont là? Je suis là. C'est monsieur Acteba. Il se peut que tu es le seul qui participe au cours. Non, c'est moi, c'est monsieur Lienou. Ah, voyons voir, je ne vois pas ton nom. Oui, je vois. Tu peux m'écrire ton nom, comme ça je vais prendre la présence. Il y avait monsieur Acteba Serge qui était aussi là. Oui, je suis là. Il est là, il va aussi parler. Je suis là. D'accord, donc jusque-là, vous êtes à 2 qui êtes en live. Les autres pourront suivre. Oui. Je vois Gaël Fabrice là, je ne sais pas s'il est en live. Fabrice, je ne le vois pas ici. Okay. Mais s'il est là qu'il parle, comme ça, je vais le cocher aussi. Peut-être qu'il a coupé le micro.
Non, qu'il allume son micro s'il est là. J'ai dit, monsieur, moi aussi, je suis présent. Qui ça, Serge? Ça, c'est qui? C'est quel Gaël monsieur? Fabrice. Ah, Gaël Fabrice. Oui, monsieur. Ok, donc. Donc, j'ai Gaël Fabrice, j'ai Serge Ateba et l'autre c'est... Lienou Anissé. Ok, Lienou Anissé. Alors, avec les autres, ils pourront suivre les enregistrements que je suis en train de faire, mais entre-temps, ils auront des difficultés par rapport à la présence, selon la circulaire du directeur de la scolarité. Donc, je reviens dans 5 minutes pour poursuivre. Monsieur, comment accéder comment accéder aux enregistrements que vous faites? Ils sont dans le système. Demandez juste à monsieur... Demandez à monsieur N'Djamen. Il va vous dire. D'ailleurs, je vous avais envoyé des liens sous forme des liens pour y accéder par YouTube. Donc, vous pouvez aussi y accéder par YouTube. Donc, c'est monsieur N'Djamen qui est chargé de tout ça. Je reviens dans 5 minutes. D'accord. Allô? Oui. Ok, vous êtes réveillé, monsieur? Oui, je suis rentré, je vais poursuivre. Ok. Alors, je vais poursuivre. Ici, je venais juste de retrouver les différentes expressions. Nous avons l'expression de oméga de xy sous forme d'une série. Nous venons de retrouver l'expression de mxx sous forme d'une série. Nous venons de retrouver l'expression de myy sous forme d'une série. Et maintenant, nous allons faire quelques applications numériques, entre autres, en prenant nu égale à 0,25. Ça veut dire les coefficients de Poisson égale 0,25. Et dans un premier cas, nous prenons alpha égale à 1. Ça veut dire A égale à B, une plaque carrée. Et à ce moment-là, nous aurons oméga de xy sera égal à ce terme-là qui est constant et l'autre terme qui varie en fonction de m et de n. Nous allons prendre d'abord le premier terme avec m égale à 1, n égale 1. Le deuxième terme avec m égale, je vais agrandir l'écran. Deuxième terme avec m égale 1, n égale 3. Le troisième terme avec m égale 1, n égale à 5. Le quatrième terme avec m égale 3, n égale 1. Le cinquième terme avec m égale à 3, n égale 3. Le sixième terme avec m égale 3, n égale 5. Le septième terme avec m égale 5, n égale 1. Le huitième terme avec m égale 5, n égale à 3. Et enfin, le neuvième terme avec m égale 5, n égale à 5. Et donc, nous prenons l'expression de la série que nous allons dupliquer en prenant m, n différemment 1, 3, 5. Et on s'arrête par là en négligeant les termes après 5.
nous avions donné une remarque précédemment et cela est dû au fait que les termes avec m et n paires étaient égal à 0. Sinon, on allait prendre m égale 1, n égale 1, m égale 1, n égale 2, etc. Et donc, lorsque nous faisons tous ces calculs, nous trouvons que l'expression de oméga max, ça veut dire oméga au point au centre, oméga au point a sur 2, b égale b sur 2, ça veut dire nous prenons juste l'expression de oméga xy où nous remplaçons x par a sur 2 et y par b sur 2 et nous allons retrouver cette expression. Le moment xx max sera égal à ceci et le moment y max sera égal à cela. Et donc, vous pouvez déjà ici remarquer que mxx égale à myy. C'est parce que, bien évidemment, alpha est supérieur à 0,4. Rappelez-vous de la fameuse règle que vous utilisiez en béton 1, où on dit que lorsque alpha est supérieur à 0,4, la plaque travaille dans deux sens. Ça veut dire que les moments de flexion sont considérables dans tous les deux sens. Prenons alors l'autre exemple, le cas où alpha égale 0,25 et ici donc 0,25, c'est le cas où alpha est inférieur à 0,4. Vous allez remarquer que oméga aura cette expression et mxx max aura cette expression et myy max aura cette expression. Si nous comparons mxx max et myy max, vous allez vous rendre compte que mxx max est de loin supérieur à myy max. Et donc, ça concorde tout simplement avec la théorie du calcul en béton Narmin 1, où vous aviez dit que lorsque alpha est inférieur à 0,4, on considère que la plaque travaille dans un seul sens. Et dire que la plaque travaille dans un seul sens, ce n'est pas à dire que le moment myy est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que le moment myy est de loin inférieur au moment mxx. Et donc, on peut négliger ça devant mxx. Et à ce moment-là, pour ce qui concerne le calcul des armatures, on va calculer les armatures juste dans le sens de xx et les armatures dans le sens de yy seront déterminées par la norme avec une certaine fraction des armatures dans la direction de xx. Alors, à part la solution de Navier, nous avions présenté aussi l'idée sur la solution de Lévy. La solution de Lévy, quant à elle, elle consiste à trouver, à résoudre les équations de Lagrange, mais pour une plaque qui est simplement appuyée sur deux de ses côtés parallèles. Ici, en cas d'espèce, si nous considérons que la plaque est simplement appuyée sur les deux bords, ça veut dire le bord y égale 0, disons le bord x égale à 0 dans la A. Lévy a proposé comme solution oméga de xy égale à somme sur m, donc comme une simple série de ym de y multiplié par sinus de mpx sur a. Et avec cette expression, on peut donc vérifier que les conditions limites sont vérifiées et donc vérifier que oméga de 0 y égale à 0. Bien évidemment, venez ici, ça c'est le bord où x égale à 0 et si vous remplacez dans la série de Lévy x égale 0, vous aurez sinus de 0 qui sera égal à 0 et donc oméga de 0y sera égal à 0. Lorsque vous prenez oméga de ay, vous prenez juste la solution de Lévy où vous remplacez x par a et là ça sera donc sinus de mpi a sur a, ce qui sera rien d'autre que sinus de mpi. Or, sinus de mpi, nous avions démontré que c'était égal à 0. Et donc, ça respecte cette condition limite. On peut aussi vérifier que mx de 0y sera aussi égal à 0 et que
M, Y, D, disons XX, pardon, et que MXX de AY sera aussi, sera aussi égal à 0. Et donc, nous pouvons aussi vérifier que MXX de 0, Y sera 0 et MXX de AY égale à 0. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent vérifier. Alors, la résolution de cette équation permet donc, en rentrant dans l'équation de Lagrange, si nous prenons le double Lagrangier de oméga égale à qui xy divisé par d, nous aurons que la somme sur m de ym exposant, disons, la dérivée quatrième de ym moins deuxième dérivée quatrième, dérivée seconde de m plus alpha m exposant 4ym fois sinus de mpx sur a égale à qui de xy divisé par d. Or, qui de xy peut s'écrire sous forme d'une série dans la théorie des Fourier comme qui de xy égale somme sur m de am fois sinus de mpx sur a avec am égale à 2 sur a multiplié par intégrale de 0 à a de qui de xy multiplié par sinus de mpx sur a d dx. Et donc, la solution de Lagrange est donnée tout simplement par l'expression oméga de xy égale somme sur m de m de y multiplié par sinus de mpx sur a avec my de y étant la solution de cette équation qui peut tout simplement s'écrire sous la forme am cosinus hyperbolique de alpha my plus b sinus hyperbolique de alpha my plus cm y cosinus hyperbolique de alpha my plus dm y sinus hyperbolique de alpha my plus ymp de oméga avec bien évidemment s'il vous plaît, il se peut qu'il y ait un petit problème technique et je vais résoudre. Oh, le slide ne passe pas. Okay. Avec ymp de y, la solution particulière de l'équation ym4 de y moins 2 alpha m carré ym seconde plus alpha 4 ym de y égale à a sur m avec le a, l'expression que nous avions présentée précédemment, a égale à 2 sur a intégrale de 0 à a de qui de xy multiplié par sinus de mpx sur a. Alors, par exemple, pour le cas d'une plaque simplement appuyée sur deux côtés et encastrée sur ces deux autres côtés et chargée par une charge uniformément répartie, nous avons donc une plaque qui se présente comme ceci. Les deux côtés sont simplement empouillés, tandis que les deux autres côtés sont encastrés. Ici, vous vous rappellerez que nous ne pouvons plus utiliser la solution de Navier parce que la solution de Navier ne concerne qu'une plaque simplement appuyée sur ses quatre côtés. Tandis qu'ici, nous avons une plaque simplement appuyée sur deux côtés et encastrée sur deux autres côtés. Et donc ici, nous allons utiliser la solution de Lévy. Et avec la solution de Lévy, nous avons la solution sous forme d'une série, d'une simple série, oméga de xy égale somme sur m de ym de y multiplié par sinus de mpx sur a
avec ym dy égale am plus cmy, sinus hyperbolique de alpha my, bm plus dmy, sinus hyperbolique de alpha my, plus y bar m dy. Avec y bar m dy, la solution particulière de l'équation ym dérivée quatrième moins 2 fois alpha m au carré y seconde m plus alpha m exposant 4 de ym dy égale à am sur d, avec am égale 2 sur a intégrale de 0 à a de qui 0 sinus de mpx sur a d dx, ce qui va donner 2 qui 0 sur a multiplié par l'intégrale de 0 à a de sinus mpx de dx, ce qui va donner 2 qui 0 sur a sur mpi, ça c'est l'intégrale que nous avions calculée. Nous avions calculé précédemment des intégrales pareilles, moins cosinus de mpx sur a de 0 à a, ce qui va donner 2 qui 0 sur mpi. Nous simplifions a avec a, multiplié par moins cosinus de mpi plus cosinus de 0, ce qui peut s'écrire 2 qui 0 sur mpi multiplié par 1 moins cosinus de mpi. Or, nous avions démontré que 1 moins cosinus de mpi, 1 moins cosinus de mpi est égal à 0 pour m pair, tandis qu'il est égal à 1 pour m impair. Et donc, le AM sera égal à 0 pour M pair, ça sera égal à 4 qui 0 sur MP pour M impair. Et la solution particulière est YM de Y égale à 4 qui 0 sur MP fois 1 sur alpha M exposant 4, qui sera égal à 4 qui 0 sur MP divisé par MP sur A exposant 4, ce qui sera égal à 4 qui 0 A exposant 4 divisé par MP exposant 5 pour M impair. Tandis que YM YM bar de Y sera égal à 0 pour M pair. Et donc, nous pouvons réécrire l'équation de Y total qui sera égale ce terme auquel nous ajoutons les Y bar, qui sera égal simplement ce terme pour M pair et tout ça pour M impair. Et donc, vous vous rappellerez que la simple série de Navier vérifie déjà les conditions des bords simplement appuyés. Et donc, il faut maintenant utiliser les conditions des bords encastrés pour déterminer les différents coefficients qui entrent dans la formule générale de YM de Y. Et donc, il faut maintenant considérer les deux conditions limites de type 2 d'encastrement qui s'expriment tout simplement sous la forme que lorsque nous sommes sur ce bord, lorsque Y égale à 0, il faudrait que oméga de Y soit égal à 0. Et lorsque nous sommes sur ce bord, celui-ci, nous avons que Y égale à B et il faudrait exprimer que oméga de xb soit aussi égal à 0. C'est ce que nous allons exprimer ici. Donc, lorsque Y égale à 0, oméga de x0 doit être 0, mais aussi oméga prime, la dérivée de oméga par rapport à Y de x0 doit être 0. Et là, nous amenons juste les expressions de oméga où nous remplaçons par. Or, si vous écrivez oméga égale à 0, ça veut dire tout simplement que le grand Y sera aussi égal à 0. Et donc, nous remplaçons juste dans l'expression de Y par 0 pour retrouver ces deux expressions. Lorsque nous prenons Y égale à B, oméga dxb égale 0, nous remplaçons aussi par ça pour trouver 0. Les développements seront très longs et donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez poursuivre ces différents calculs pour déterminer les différents coefficients et retrouver la solution sous la forme de série de Lévy.
La troisième chose que nous avions présentée, c'est le modèle de Winkler. Winkler qui a présenté un modèle d'une plaque simplement appuyée, disons d'une plaque qui peut être soit simplement appuyée ou soit qui peut avoir des différentes conditions limites, mais qui repose sur un sol élastique. Et reposer sur un sol élastique, dire que le sol est élastique, ça veut dire que le sol va opposer au mouvement de la plaque une réaction R égale à moins K fois oméga de XY avec oméga de XY la charge au point XY déterminé. Et là, nous aurons donc que l'équation de Lagrange va s'écrire double Laplacien de oméga égale à, ici la charge, ça sera non pas seulement la charge extérieure qui de XY, mais aussi la réaction du sol qui aura comme expression moins K fois oméga, le tout divisé par D. Et l'équation de Lagrange devient donc double Laplacien de oméga plus K sur D fois oméga égale à qui de XY divisé par 2. Et donc la solution de Lagrange doit être alors résolue sous cette forme-ci. Et pour ceux qui sont intéressés, je vais vous envoyer des documents où on développe cette expression pour la résoudre et on peut retrouver les solutions sous forme soit des séries de Navier ou soit des séries de Lévy selon les différentes conditions aux limites. Alors, la troisième méthode que j'avais présentée, c'est ce que nous avions appelé la méthode simplifiée. Ici, la méthode simplifiée consiste à considérer une plaque que nous allons scinder en des grilles de poutres, ça veut dire des poutres croisées. Nous allons donc considérer la plaque que nous divisons en différentes poutres. Petit AI, petit BI, suivant l'axe des Y, et en grand AI, grand BI, suivant l'axe des X, disons suivant l'axe des X, et à ce moment-là, nous allons écrire l'équation de la flèche sous la forme oméga égale à f des sinus de pi x sur A fois sinus de pi y sur B. Et nous avions démontré dans le cours qu'on peut calculer f sous la forme f égale, oui, L1, L2 divisé par E fois pi exposant 6 fois alpha, avec alpha égale I1 sur L1 au cube, somme des sinus carrés de pi y sur L2 plus I2 sur L2 au cube, somme de sinus carré de pi xi divisé par Li, avec I1, l'inertie des poutres, AI, grand BI, et I2, l'inertie des poutres, grand petit AI, petit BI. Avec ça, nous pouvons écrire l'expression des moments des poutres, grand AI, grand BI, MXX sera égal à E fois I1, oméga XX. Or, si vous prenez l'expression de oméga, ça se trouve comme ceci. Et si nous dérivons oméga par rapport à x deux fois, nous aurons donc que mxx sera égal à EI1 multiplié par oméga xx qui sera égal à moins f fois pi carré sur L1 au carré multiplié par sinus de pi x sur L1 multiplié par sinus de pi y i sur L2, parce que lorsque nous calculons le moment, par exemple, d'une poutre AI, BI, nous sommes sur une cote YI, et donc Y égale à YI, et X varie de 0 à X. X varie de 0 à L1, qui est le plus petit côté, et nous avions noté que L2 est le plus grand côté. Donc, L1 ici, dans cette notation, c'est ce que nous notions A, et L2, c'est ce que nous notions B. MYY égale à EI2 multiplié par moins F pi au carré sur L2 au carré, fois sinus de pi xi sur L1. Ça veut dire que les charges me trompent aussi. Vu que je change de circuler, je supporte
Donc, nous avons MYY égale à ceci. Et dans le cadre du cours que j'avais présenté la fois dernière, j'avais présenté un exemple où on avait calculé les oméga, on avait calculé les MXX ainsi que les MYY. Et surtout, ce qui est important à calculer, c'était les termes de alpha qui est égal à cette expression-ci. Après avoir présenté cette solution sous forme, cette solution par la méthode simplifiée, nous avions donné une idée le cas des plaques circulaires à chargement axis symétrique. À chargement axis symétrique, ça veut dire tout simplement que le cas des chargements ne varie pas en fonction de θ, il ne varie qu'en fonction du rayon, parce que nous aurons la plaque circulaire qui va se présenter comme ceci. Et en tout point, le point peut être repéré par son rayon et son angle par rapport à une certaine origine. Et quand on parle de chargement axis symétrique, cela veut dire que le chargement ne varie qu'en fonction du rayon. Alors, à ce moment-là, lorsque nous avons un tel type de chargement, la plaque circulaire présente comme caractéristique, ici nous sommes en coordonnées polaires et non plus en coordonnées cartésiennes. Et là, nous aurons que le double laplacien de oméga égale à qui de R sur D, ça sera l'équation de Lagrange, mais si le laplacien aura sa notation en coordonnées polaires, et ici en cas d'espèce pour un problème axis symétrique, toutes les grandeurs ne varient pas en fonction de θ, et donc nous aurons que le laplacien de oméga aura comme l'expression 1 sur R fois D par rapport à R de RD de oméga sur D de R, et le double laplacien aura donc pour expression 1 sur R fois D sur D de R fois R D de R, 1 sur R D sur D de R fois R D de oméga sur D de R, ce qui doit être égal à qui de R divisé par D. S'il vous plaît, moins de bruit, s'il vous plaît. Alors, à ce moment-là, nous aurons que pour le cas d'une charge uniformément répartie qui, sur toute plaque, et une charge concentrée F au centre de la plaque, nous pouvons retrouver la solution de oméga de R sous la forme PR exposant 4 sur 64D plus F R au carré sur 8πr multiplié par ln de R. Oh, s'il vous plaît, c'est 8π, ça doit être normalement 8πd. 8π fois d, pardon. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Il se monsieur. peut que mon audio a eu une petite coupure à un certain moment. Je vais poursuivre donc. Et donc, je disais que avec ça, nous aurons oméga de R égale à petit p fois R au carré exposant 4 sur 64 D plus F fois R carré sur 8 pi D fois ln de R moins 1 plus 101 R au carré sur 4 plus C2 ln de R plus C3. Alors, nous avions, je rappelle que nous sommes en train de travailler avec les hypothèses de Bernoulli qui disent tout simplement que la section droite avant déformation demeure droite après déformation, et donc la rotation sera tout simplement la dérivée de oméga par rapport à R, et ici nous aurons donc θ égale à
la dérivée de ça qui va donner cette expression. Et l'expression de moment dans la direction radiale, ça sera égal à ceci. Et le moment dans la direction orthoradiale sera égal à cela. Alors, les constantes d'intégration C1, C2 et C3 qui figurent dans l'expression des oméga de R seront déterminées en fonction des conditions aux limites. Et ici, en cas d'espèce, lorsque vous avez par exemple une plaque circulaire qui est encastrée sur toutes ses extrémités, nous aurons que oméga au point R égale à A sera égal à 0 et que sa dérivée au point R égale à A sera égale à 0. Encastrement, ça veut dire que nous avons déplacement nul et flèche, disons déplacement nul ainsi que la rotation nulle. Or, la rotation, c'est tout simplement la dérivée d'oméga par rapport à R. Par contre, lorsque vous prenez par exemple un cas d'une plaque simplement appuyée sur toutes ses extrémités, vous aurez que oméga de R égale à A égale à 0, ainsi que MR de R égale à A sera égal à 0. Et donc, avec ça, j'ai plus ou moins donné la synthèse par rapport au deuxième chapitre. Nous prenons une petite pause de 15 minutes, après quoi je vais revenir pour commencer la deuxième partie avec l'espérance que peut-être nous pourrons finir le troisième chapitre. Alors jusque-là, je vous avais dit qu'avec les audios que j'ai déposés, disons avec les vidéos enregistrées que j'ai déposées dans le système, j'attends toujours que si vous avez des difficultés ici et là, vous puissiez les exprimer pour que nous puissions planifier une séance où nous allons traiter de toutes les difficultés que vous avez retrouvées dans tout le cours jusque-là fait. D'accord, prof. Ça va, ça va. Y a-t-il quelqu'un qui s'est ajouté? Oui, il y a Madame Jeanne qui s'est ajoutée là. Qui ça? Je peux l'entendre? D'accord. Oui, elle a coupé son micro. Non, il faudrait qu'elle... Jeanne, il faut activer ton micro. Il faut qu'elle active son micro pour que je l'entende. Elle a activé. Ok. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ça va. Nous venons de prendre la pause de 15 minutes, après quoi nous allons revenir pour poursuivre. En ce temps, je suis en train de prendre la présence. D'accord. D'accord. Donc on dit dans 15 minutes. Jeanne Wati. Bonsoir. Je sors même de là. Je sors de Benchignon encore. Une fausse massacre comme tu as dit, même la disease. Allô? Ah, je dis que c'est ton premier coup. C'est la première fois que je... Mais depuis là, elle ne parvient pas à me connecter. Et c'est aujourd'hui, j'ai pu. Ok. Bienvenue dans la sorcellerie. Chacun a compris quelque chose. Je ne peux même rien comprendre. Tu sais que c'est mon tout premier, voir seulement comment les choses défilent. Je ne comprends rien. Tu vas lire. Demande à lire tout ce que tu comprends. J'ai pris là depuis. Pas de... Vous avez fait le cours de mécanique de milieu continu, non? Voilà ça qui nous rattrape en calcul de structure 2. Je sais que comment Oh, s'il vous plaît, il y a eu une petite difficulté technique. Sinon, je disais que je vais reprendre avec le cours et là, je vais commencer la deuxième partie du cours qui est consacrée au calcul des coques. Et en préliminaire, nous allons d'abord présenter la géométrie et quelques définitions
Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par une coque? Une coque, c'est tout simplement une structure à surface courbe et de faible épaisseur. Et donc, la différence ici, c'est que la coque se présente plus ou moins comme la plaque, sauf que la coque, elle, présente une surface courbe, contrairement à la plaque qui présente une surface plane. Alors, on distingue essentiellement entre la coque cylindrique, la coque tronconique, ça veut dire ça a la forme d'un tronc de cône, la coque sphérique, ici c'est qu'on appelle la coque hyperbolique et ici la coque parabolique de révolution. Nous pouvons retrouver tout ce type de coques dans la nature et dans la pratique de l'ingénierie et particulièrement ici dans le cas de ce cours, nous allons nous limiter à calculer les coques cylindriques, les coques tronconiques ainsi que les coques sphériques de révolution. Alors, pour ceux qui voudront peut-être approfondir la connaissance, je vais déposer dans le groupe WhatsApp d'autres documents qui peuvent vous permettre de vous documenter plus et d'avoir beaucoup plus d'idées sur les autres types de coques. Alors, qu'est-ce que nous allons appeler un méridien pour une coque de révolution? On va dire tout simplement que le méridien, c'est une trace. C'est une trace qui laisse la coupe du solide ou de la coque sur un plan qui passe par l'axe des révolutions. Considérez par exemple ici, considérez par exemple ici cette coque de révolution. Lorsque nous faisons couper, nous coupons par exemple fictivement la coque par un plan passant par l'axe des révolutions, nous allons remarquer que la coque va laisser une trace dans ce plan et cette trace-là, c'est ce qu'on va appeler le méridien, tandis que si nous faisons passer nous faisons couper la coque par un plan perpendiculaire au plan de révolution, alors la coque va laisser une trace dans ce plan et cette trace-là, c'est ce que nous allons appeler le plan parallèle. Alors, à part certaines définitions, donc nous avions dit que les parallèles, c'est tout simplement la trace que la coupe du plan perpendiculaire à l'axe de révolution laisse, disons, c'est la trace que le solide ou la coque laisse dans un plan perpendiculaire à l'axe des révolutions, disons, dans un plan perpendiculaire à l'axe des révolutions. Alors, nous allons donner aussi quelques considérations liminaires qui vont nous permettre d'établir les relations, des contraintes, des déformations dans la suite du travail. C'est que nous allons considérer les résultats de la mécanique des milieux continus pour le calcul d'un tube épais sous pression. Donc, nous considérons un tube épais qui est sous l'action des pressions extérieures PE à l'extérieur et des pressions intérieures PI à l'intérieur. Le tube est limité par deux cercles de rayons petit a, rayon intérieur petit a et rayon extérieur petit b. Et en mécanique des milieux continus, vous aviez vu que U de R est égal à 1 sur 2G fois B carré moins A carré multiplié par 1 moins 2 nu multiplié par A B carré PE multiplié par R
plus A carré B carré multiplié par PI moins PE divisé par R avec G, le module de glissement qui est égal à E divisé par 2 fois 1 plus nu. Alors, la contrainte radiale est calculée par la formule sigma RR égale à A carré PI moins B carré PE divisé par B carré moins A carré moins PI moins PE divisé par R carré sur A carré moins R carré sur P. La contrainte radiale sera égale à A carré PI A carré PI moins B carré PE divisé par B carré moins A carré plus PI moins PE divisé par R carré sur A carré moins R carré sur B carré. Ça, ce sont des résultats que nous empruntons de la mécanique des milieux continus. Ici, le sens, c'est que lorsque vous appliquez une pression extérieure PE, une pression intérieure PI, il se produit d'abord un déplacement radial, ça veut dire un déplacement qui a pour sens à augmenter le rayon du tube, mais aussi par rapport aux effets des contraintes, il y a une contrainte radiale qui est dans le sens du rayon et une contrainte orthoradiale qui est dans le sens de la circonférence. Ça, c'est la contrainte radiale et ça, c'est la contrainte orthoradiale qui est une contrainte dans le sens de la circonférence. Et en mécanique des milieux continus, on peut établir que sigma RR est égal à cette expression et que sigma θ est égal à cette autre expression. Alors, nous allons maintenant considérer les cas des tubes à faible épaisseur, car tel que vous allez le voir dans la suite de ce que nous allons faire, quand nous allons parler des coques tronconiques, des coques sphériques, ainsi que des coques cylindriques, il s'agira évidemment de coques minces. Alors, nous allons utiliser, pour aller retrouver les résultats que nous allons utiliser dans les cadres des calculs des coques minces, nous allons considérer d'abord ces résultats pour les tubes de faible épaisseur. Et pour les tubes de faible épaisseur, on pose que PE moins PI égale à PE et que cette pression s'exerce sur le centre, sur le cercle passant par le centre du tube, et nous allons considérer que le petit rayon, c'est égal au rayon moyen moins l'épaisseur divisée par 2, et le grand rayon, c'est égal au rayon moyen plus l'épaisseur divisée par 2. Et qui dit faible épaisseur veut dire que E est tellement petit, et comme E est tellement petit, alors E au carré sera encore plus petit, et c'est qu'on peut assimilé à 0, donc on va négliger les termes en E carré, et en utilisant les différentes hypothèses que nous venons de présenter, vous pouvez utiliser ça dans les différentes expressions des sigma θ et des sigma R précédemment données pour que sigma RR va tendre vers 0, sigma θ va tendre vers P fois R sur E, tandis que UR va tendre vers P fois R carré sur grand E fois petit e, avec E le module d'élasticité du matériau qui constitue la coque, bien évidemment. Alors, si le résultat essentiel que nous pouvons tirer de cette théorie, c'est que si nous appliquons une certaine pression P radiale, ça veut dire une pression qui est dans le sens du rayon, qui agit sur une coque mince, ou disons ici en cas d'espèce sur une tube mince, cette pression radiale va créer une force linéique qui est orthoradiale, dont l'intensité est égale à P fois R dans le sens octaédrique, où R est le rayon moyen de la coque au point considéré.
dans la suite, nous allons beaucoup utiliser ces résultats-là. Ça veut dire, lorsque vous appliquez sur un tube bien donné une pression orthoradiale de densité P, cette pression-là va créer dans la direction orthoradiale, ça veut dire dans la direction de la circonférence, une contrainte sigma θ égale à P multiplié par R sur E. Et cette contrainte sigma θ, si on peut l'écrire alors sous forme d'une charge, d'une force linéique, cette force aura comme intensité P fois heure avec sigma θ égale à cette force-là divisée par l'épaisseur, bien évidemment. Ça, c'est un résultat très important que nous allons beaucoup utiliser dans la suite. Alors, une autre remarque, c'est que les coques minces que nous allons calculer seront généralement calculées comme des membranes. Nous avions donné cette remarque lorsque nous étions en train juste de commencer la théorie des plaques minces. Nous avions dit que lorsque la plaque devient mince, les termes de courbure sont négligeables devant les termes de membrane. C'est ainsi que on a dit que la plaque mince travaille principalement en membrane. Cette théorie peut aussi être généralisée pour ce qui concerne le cas de la coque. Et là, on va dire que la coque mince travaille principalement en membrane. Ça veut dire en traction, compression, en négligeant les termes de courbure, qui sont effectivement les termes de flexion et de torsion. Alors, le chapitre 3, nous allons le consacrer à l'étude des coques tronconiques. Et ici, je rappelle, nous voulons faire une coque tronconique de révolution et nous allons considérer une coque tronconique qui va servir par exemple à un réservoir qui va présenter la forme tronconique et qui peut contenir un liquide ou bien de la poudre, et on va calculer les contraintes radiales et orthoradiales dues premièrement au poids propre ou à une charge verticale transmise par la coque, et deuxièmement aux pressions du liquide que peut contenir la coque. Et par superposition, alors, les contraintes globales qui vont agir dans la coque, dans le plan du méridien ainsi que dans le plan orthoradial sera égale à la somme des actions dues au poids propre ainsi que des actions dues aux pressions du liquide. Alors, ici, pour ce qui concerne le calcul, comme nous allons utiliser la théorie membraire, et donc nous pouvons utiliser la même théorie des coupures que nous avions utilisée en résistance des matériaux. Et à ce moment-là, considérons par exemple un morceau de coque. Ici, par exemple, nous avons un coque qui se présente, disons une coque qui se présente comme ceci. Et à ce moment-là, nous allons effectuer par exemple une coupure à ce niveau-ci et considérer l'effet de toutes les charges sur ce tronçon-là que nous avions représenté en laissant tomber la partie du dessous. Et à ce moment-là, nous pouvons donc écrire l'équilibre pour déterminer les contraintes dans le plan radial, disons dans le plan du méridien, ainsi que dans le plan orthoradial qui ici va correspondre au plan parallèle. Alors, lorsque nous effectuons, excusez, s'il vous plaît, j'ai des défis de... Il se peut que ma connexion aussi devienne vraiment de plus en plus lente. Alors, je propose que nous puissions nous arrêter par ici pour aujourd'hui. Et la suite, nous allons poursuivre demain
toujours à partir des 15 heures. Donc, à partir des 15 heures demain, nous allons poursuivre. Et là, peut-être que je pourrai encore revenir pour recommencer cette deuxième partie. Merci beaucoup pour votre présence pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est ajouté nouvellement. Je vois un nom là, Téména. Est-ce qu'il peut parler comme ça? Je vais prendre sa présence aussi. Bon, monsieur, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir le fichier, parce qu'on n'a pas le fichier, tous les fichiers numériques, de ces cours-là en numérique. Mais j'ai déjà donné les fichiers numériques. Je veux dire fichier PDF. Des explications. Il y a certains exercices là. Non, j'ai les 3 fichiers. Oui. Mais j'ai vu certains exercices, surtout pour les plaques minces là, où ça ne figure pas dans ces fichiers-là. Donc, c'est ces fichiers supplémentaires-là. Ça figure dans le fichier. Je pourrais quand même vous envoyer. Ça, ce sont des explications que je fais juste pour préparer le cours du jour. Mais tout est dans le grand fichier. Ah, ok. Et Bon, si je vous sais avez pas besoin si... des explications, de toutes les façons, je pourrais aussi vous les envoyer. D'accord, monsieur. On aura besoin de ça, merci. Ça va. Y a-t-il quelqu'un qui s'est nouvellement ajouté? Comme ça, je vais prendre sa présence. Donc, il est reparti. Hein. Il le voit. Bon, Il est reparti. Repartir, moi, je ne peux pas prendre sa présence. Donc, à demain. À demain. Continuez à sensibiliser les amis. Et lisez, si vous avez des difficultés, faites-les moi savoir, s'il vous plaît. D'accord. Ça va.